la plus marquante, on l'a évoqué, c'est Proxylogon et cette vulnérabilité Exchange. Il s'est passé des choses surréalistes vis-à-vis des analystes comme moi. C'est qu'on a eu des serveurs compromis par jusqu'à 5 ou 6 acteurs différents. On avait tellement d'attaquants sur une même machine qu'au final, il était plus possible de savoir lequel faisait quoi. Alors, chers amis, on parle souvent de ransomware, de hameçonnage, etc., mais les menaces aujourd'hui sont multiples sur le plan de la cybersécurité. Et il y en a une qui est plus inquiétante encore que les autres, c'est le cyberespionnage. Alors, l'un des événements les plus marquants de l'actualité récente, entre guillemets, c'est le logiciel Pegasus, évidemment, on en a beaucoup parlé. Il y a aussi Ghostwriter, il y a aussi les problèmes autour de Microsoft Exchange. Pour discuter de tout ça, nous avons rencontré ici aux Assises de la Sécurité à Monaco, Paul Rascanière, qui est chercheur au GRET de Kaspersky. Vous allez voir, c'est passionnant et vous allez apprendre plein de choses. L'interview, c'est tout de suite et c'est maintenant. Aujourd'hui, Paul, on parle beaucoup de ransomware, de plein de choses, mais on parle aussi de déstabilisation, d'espionnage, de cyberespionnage, qui est de plus en plus présent aujourd'hui dans notre société, que ce soit pour des entreprises ou pour des particuliers. Alors, je suis content que vous me posiez la question parce qu'en fait, on a le sentiment que tout le monde parle des ransomware et on oublie un peu toute cette partie-là, qui est l'espionnage, parce qu'il n'y a pas d'impact direct. Vous n'avez pas votre SI qui est coupé et vous ne pouvez plus travailler. Donc du coup on l'oublie un peu parce qu'on parle beaucoup du reste et c'est quelque chose qui est toujours là, qui est là depuis des années. On voit de plus en plus de campagnes et il n'y a aucune raison que ça disparaisse du jour au lendemain et c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de ressources aujourd'hui. Qui peut se cacher derrière ces attaques, ce cyberespionnage qui est une attaque longue d'ailleurs, on peut dire aujourd'hui? Est-ce qu'on a une idée Ah oui, sur les durées, on a des cas des fois où c'est assez affolant, où on a 2 années se sont passées avant qu'on les détecte, chose qui n'arrive pas dans le ransomware parce qu'une fois qu'on n'a plus de SI, on le voit très vite. Et là, on peut avoir des campagnes qui durent pendant des années. Au sujet de qui, alors là, il y a une multitude de groupes. Chez nous, on en traque des centaines qu'on essaye d'attribuer techniquement, dire que 2 campagnes ont été opérées par le même acteur. Donc c'est des choses qu'on fait. Après, il n'y a pas de profil particulier. On a vraiment des groupes qui viennent de différentes parties du monde et sur lesquels on a beaucoup de ressources qui sont mises en place également. Est-ce qu'on est dans le vrai si on dit que le cyberespionnage c'est un parallèle à, on va dire, la professionnalisation aujourd'hui des attaquants cyber? Oui, il y a clairement une professionnalisation où même en termes techniques, si on remonte à quand j'avais démarré il y a une dizaine d'années, il n'y avait vraiment que quelques acteurs, on va dire, très avancés techniquement. Aujourd'hui, on en a une quantité. Ils se sont outillés, ils se sont améliorés, ils suivent des process. On a vraiment une professionnalisation. Certains ont même des 0 day et aujourd'hui un 0 day ça peut coûter jusqu'à plusieurs millions d'en acheter un. Donc on peut imaginer que c'est des gens qui ont des ressources, même s'ils ne les achètent pas mais ils les développent en interne. Plutôt que de les vendre et de se faire de l'argent, ils préfèrent les utiliser. Donc on a des gens qui ont des capacités et une motivation. Comment, Paul, espionne-t-on aujourd'hui? Quels sont les procédés? Comment on arrive à pénétrer dans un système et à être en position dormante pendant X mois, années aujourd'hui? En fait, je séparerais en 2 catégories. Premièrement, il y a quand on va cibler des personnes individuelles, où là, on a une tendance sur le ciblage des téléphones. L'objet qu'on a tout le temps avec nous. Et donc là, on a un cas particulier quand on veut cibler vraiment une personne. Si c'est plutôt orienté sur une organisation, une société ou n'importe quelle entité, là, de notre visibilité, c'est un peu moins les téléphones, mais ça va plutôt être vraiment les outils informatiques de l'entité. Ça peut être via des campagnes de spear phishing, donc email en se faisant passer pour je ne sais qui, pièce jointe malveillante, et on rentre par ce biais-là. Où on a aussi quelque chose de nouveau c'est pas nouveau, mais qui a pris une proportion assez élevée, c'est directement sur les services front web, c'est-à-dire directement connecté à Internet. Et là, je pense par exemple au VPN. Donc avec la pandémie, tout le monde a travaillé à distance, tout le monde a mis en place des VPN. Certains attaquants ont trouvé des vulnérabilités sur ces VPN pour rentrer par la grande porte. Ou alors, si on prend un autre cas emblématique de cette année avec Proxylogon et les serveurs Exchange, là, une vulnérabilité dans le serveur Exchange Mail, et l'attaquant est rentré par cet endroit-là, et à partir de là, il est dans le réseau de la société.
Est-ce qu'il y a une actualité, deux actualités, ce que vous voulez, quoi, qui vous ont plus particulièrement marqué, impressionné même, j'ai envie de dire, dernièrement? Alors, il y en a beaucoup, hein, l'actualité est assez chargée. La plus marquante, on l'a évoqué, c'est Proxylogon et cette Vulnerability Exchange. Il s'est passé des choses surréalistes vis-à-vis des analystes comme moi. C'est qu'on a eu des serveurs compromis par jusqu'à 5 ou 6 acteurs différents. Et donc, on avait tellement d'attaquants sur une même machine qu'au final, il n'était plus possible de savoir lequel faisait quoi. On n'arrivait plus à relier quel outil est utilisé par tel attaquant parce qu'il y en avait partout. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Des fois, on a 2 acteurs sur une entité vraiment importante, mais jamais autant d'attaquants sur des mêmes machines. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément que je garderai pour cette année, c'est tout ce qui est supply chain. Par exemple, Orion, qui a beaucoup... on en a beaucoup discuté dans la presse. Là, on a vraiment une difficulté très forte où on a des centaines de fournisseurs. Vous prenez n'importe quel PC entre le hardware, le firmware, l'OS, les logiciels installés, le cloud. On a un nombre d'éditeurs impressionnant. Et qu'est-ce qui se passe quand un de ces éditeurs est compromis ? Est capable de déployer quelque chose sur votre machine parce que vous mettez à jour et avec la mise à jour descend du code malveillant. Et là, on est vraiment sur une problématique complexe. Très difficile à gérer. Pour l'attaquant, il y a 2 avantages colossaux. Premièrement, peut-être que vous avez un SI bien protégé, vous investissez et pour lui c'est extrêmement difficile de rentrer. Et du coup le maillon faible, c'est la personne qui cible directement, mais ça va être le fournisseur. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'avec une campagne, un investissement pour cibler un fournisseur, potentiellement, il va compromettre des dizaines de milliers de machines. Donc le retour sur investissement pour l'attaquant est colossal. Plutôt que de s'embêter à cibler 20 000 personnes, il en cible ce fournisseur, qui va déployer à sa place le malware chez tous ses clients.